Bonjour. IPGR Chronique Info. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter le magazine IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine média de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission présentée avec nos partenaires Risque TV et Aléa TV. Nos invités aujourd'hui, monsieur Jean-François Suas, secrétaire général du syndicat des pilotes de Marseille-Fos et membre de la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Monsieur Suas, bonjour. Oui, bonjour à tous. Christian Cotet, monsieur Cotet, vous êtes doyen des pilotes et membre de l'Académie des sciences, des lettres et des arts de Marseille. Monsieur Christian Cotet, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Voilà, et dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons le plaisir d'accueillir monsieur Arnoux Mayoli, qui est directeur, lui, de la Société de coopérative de l'amanage des ports de Marseille et du golfe de Fos. Alors, au cours de cette émission, nous aborderons 3 métiers technico-nautiques au cours de cette émission qui va durer donc une petite demi-heure. Tout d'abord, le pilotage. Ensuite, nous parlerons du lamanage et dans un troisième temps, du remorquage. Alors, tout d'abord, commençons par le pilotage avec vous, monsieur Christian Cotet. Le pilotage à Marseille, ce sont en réalité 5 siècles d'histoire, dont 2 siècles d'existence pour l'institution. Oui, le pilotage est un des plus vieux métiers du monde, évidemment. Il y a des pilotes depuis qu'il y a des marins qui naviguent. Mais pour être un peu plus précis, les derniers textes qui nous ont gérés, qui ont mis en place le pilotage moderne tel qu'il est, datent de 1928. Mais ils reprennent des textes de 1793, des textes de Colbert, des textes d'Henri II, d'Henri III. Vous voyez, ça, c'est très ancien. Et les textes actuels ont été écrits car le législateur a voulu un pilotage qui soit autonome, qui soit libre, qui soit confié à des pilotes commissionnés par l'État qui sont des privés, car c'était pour lui un critère de maîtrise des coûts et un critère de sécurité, car les pilotes gérant leur entreprise ont besoin d'avoir une bonne réputation, donc s'efforcent de rendre un service le plus parfait possible. Alors, à l'intérieur de leur zone de compétence, les pilotes ont une mission de service public et ils ont aussi un devoir d'assistance. Ils ont une mission de service public qui est l'assistance au capitaine dans les entrées, les sorties de port, les mouvements, et également un devoir d'assistance. Évidemment, lorsqu'ils se rendent compte qu'un bateau est en danger, ils doivent s'y rendre en priorité. Ne pas le faire les conduirait à s'exposer à des sanctions pénales. Et par ailleurs, ils ont un devoir de signalement, c'est-à-dire que dans l'exécution de leur mission, il est évident que tout manquement venant des navires, des capitaines, des équipages doit être signalé aux services compétents. Alors Christian Cotet, quelle est l'originalité du statut des pilotes ? Alors, les pilotes sont tous en France des marins de commerce diplômés au plus haut niveau, oui, brevet de capitaine, qui ont été nommés pilotes après un concours organisé par l'administration des affaires maritimes. Et lorsque ces gens sont devenus pilotes, ils deviennent, de par la loi, propriétaires de leur matériel, le gèrent en copropriété avec tous les autres pilotes et fonctionnent en autonomie de gestion pour fournir le service qui est exigé, c'est-à-dire assister tous les capitaines qui se présentent ou qui sortent, leur donner le meilleur service technique de sécurité et de compétences, oui, techniques, oui, acquises après une longue expérience de navigation. Et enfin, ils sont là pour éviter toute forme d'accident. Alors, on a parlé il y a un instant de devoir d'assistance, mais les pilotes ont aussi, auprès de l'autorité maritime, également un devoir de signalement qui les associe à la mission de service public. Oui, je vous en ai parlé, oui, un devoir de signalement, car tout navire
à potentialité de danger, que ce soit par son installation technique ou par, je dirais, le mauvais niveau de son équipage, pourrait présenter un danger. Et les pilotes sont tenus de le signaler. Alors, parmi les devoirs, quel est le plus important ? Le devoir d'assistance, incontestablement. Car le danger pour un navire peut très vite entraîner de très graves dommages. Monsieur Suas, parlez-nous du fonctionnement général de la station de pilotage. Alors la station de pilotage, c'est un système à la fois unique et complexe que l'État a géré, a mis en place depuis plus de 200 ans. C'est une structure, donc c'est une coquille, une station de pilotage dans laquelle on vient insérer tous les éléments pour faire fonctionner le système, le service du pilotage. Donc il y a deux choses qui sont assez distinctes. C'est que d'un côté, il y a le service du pilotage qui est purement le service au navire et qui est l'essentiel, bien sûr, de notre activité avec à sa tête un chef du pilotage. Et ensuite, nous avons un syndicat professionnel. Nous sommes réunis, et c'est ça l'originalité de notre système depuis 200 ans, nous sommes réunis en syndicat professionnel avec une collectivité. Alors tout le monde connaît souvent le MEDEF, la CGT, etc. Mais il faut savoir qu'on peut avoir aussi un syndicat professionnel qui rend les mêmes services finalement qu'une société civile pour employer des gens. Donc nous avons 70 salariés par exemple qui sont salariés de ce syndicat, 70 personnels, et nous avons une cinquantaine de pilotes. Donc c'est le syndicat qui va gérer tout ça. Par contre, l'autre entité au service au navire, donc c'est avec des règles très strictes et dictées depuis plus de 2 siècles, donc par nos structures, les gens qui nous gèrent, d'abord la marine, ensuite le ministère des Transports, etc. Nous avons un lien très privilégié avec les différents ministères des Transports qui se sont succédés et qui ont bâti la structure autour du service du pilotage avec un règlement, etc., qui nous impose donc tout ce que vient de décrire Monsieur Côté. Et après, une entité qu'on appelle donc le syndicat, pour bien comprendre les choses, qui est une société comme les autres, qui emploie des gens, qui a les mêmes obligations et les mêmes devoirs finalement que n'importe quel SA, SARL, etc. Voilà comme nous sommes structurés. La station de pilotage permet d'englober tout ça, mais elle n'a pas d'existence juridique. Christian Côté, quel est le rôle des pilotes dans la sécurité portuaire ? Les pilotes apportent au capitaine, premièrement, un service de compétences en manœuvre et en navigation, une connaissance parfaite et continue par pratique quotidienne de tout l'environnement, oui, que ce soit les dimensions des bassins, les fonds, les courants, les vents, l'environnement également humain, batelage, remorquage, tout ça. Et par ailleurs, elle est en liaison permanente avec le Grand Port Maritime de Marseille à travers la vigie, la capitainerie, et permet de travailler en permanence, en cohésion, de manière à ce que tous les navires soient suivis. Les pilotes sont en liaison les uns avec les autres, sont en liaison avec le port et apportent donc dans la gestion du balai nautique, je dirais, une sécurité maximum. Jean-François Suas, quel est le niveau d'implication des pilotes dans la communauté portuaire ? Alors ce statut si particulier et qui est très ancien, qui est à la fois à cheval, comme on a pu le voir, sur une mission d'intérêt général qui est propre, liée à la sécurité, mais l'État n'investit pas d'argent dans la société de pilotage, puisque Monsieur Côté vous l'a expliqué, les pilotes doivent être propriétaires de leur matériel, ils en assurent eux-mêmes la gestion de manière collective, etc. Ce qui fait qu'ils ont aussi un intérêt à ce que économiquement le système fonctionne et qu'il ne soit pas des freins, bien au contraire, des éléments moteurs dans la vie économique locale. Ce qui fait qu'on retrouve depuis des dizaines d'années d'illustres pilotes comme Monsieur Léon Bétous, Monsieur Jacques Truot, que tout le monde connaît sur la place portuaire, qui sont dans des institutions comme la Chambre de commerce, les conseils de surveillance du port et toutes sortes d'entités. Moi-même aujourd'hui, qui suis membre élu de la Chambre de commerce et présent dans les divers conseils d'administration qui peuvent concerner la vie portuaire. Donc on peut dire que ce statut si particulier, où à la fois les pilotes côtoient toute la sphère publique, le GPMM, la DTM, tout ce qu'on appelait autrefois les affaires maritimes, et la partie commerciale, les agents, les armateurs, etc. Nous sommes à la croisée de ces chemins, ce qui fait l'originalité de notre statut et notre implication dans la vie économique locale. Je dirais que les pilotes ne percevant aucun salaire fixe, mais n'étant rémunérés que par le partage des résultats issus des prestations de pilotage moins les frais, ils ont un intérêt essentiel à ce que la place portuaire soit prospère, car leur prospérité dépend de la prospérité du port. Ils sont donc moteurs dans l'action économique de ce port. Quelles seraient les qualités requises pour bien exercer ces métiers, selon vous, Monsieur Côté ? Alors, je pense que les critères de recrutement des années 1875, qui étaient compétences, expérience, résolution,
sang-froid n'ont pas changé. Et il y a une filière bien particulière qui permettrait des jeunes qui désireraient s'orienter vers ces métiers à suivre. Oui, c'est très précis. Il faut être officier de la marine marchande, ce qui est un cursus assez long de 5 ans d'études, suivi de, grosso modo, 5 ans d'expérience. Ceci conduit au brevet de capitaine au plus haut niveau en France et permet à ce moment-là, lorsqu'on a moins de 35 ans, ce brevet et 72 mois de navigation, de se présenter au concours de pilotage organisé par les Affaires maritimes. C'est un concours difficile qui demande un gros investissement en temps et souvent en argent parce qu'il faut cesser de travailler pour le préparer correctement. Donc ça demande une motivation très importante et un investissement personnel très important. Alors une question, le pilote est-il concerné par la défense des intérêts économiques de la place portuaire, Monsieur Suas? Oui, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, donc notre présence l'atteste à l'Union, en particulier à l'Union maritime et fluviale, qui représente le regroupement de toutes les entreprises locales liées à l'activité du port. Donc nous y sommes automatiquement au conseil d'administration. Nous sommes présents aussi dans le club de la croisière qui est à l'origine du développement fulgurant des croisières qui sont passées sur une dizaine d'années. On est passé de 100 000 passagers, on peut dire, au million cette année. Et via Marfoss, qui par exemple est l'entité actuellement qui regroupe toute la communauté portuaire pour porter un message d'équipe et un message commun à travers, si vous voulez, toute la France, l'Europe, etc., dans tous les divers salons, etc. Donc les pilotes sont présents dans tous ces conseils d'administration afin de porter un message qui est celui de la volonté de faire évoluer ce territoire, de l'amener à toujours plus d'activités pour plus d'emplois, puisque nous souhaitons toujours recruter le maximum de pilotes et de salariés pour faire vivre notre institution. Jean-François Suas, comment se profile le pilotage dans le futur en termes de simulation et d'outils numériques ? Alors, la simulation est un outil qui est apparu dans le maritime depuis une bonne vingtaine d'années. L'originalité, c'est que ce sont les Russes qui ont été les premiers à s'en préoccuper. Ça commence un peu plus tôt, on le sait, dans l'aérien. Et finalement, on s'est rendu compte que dans le maritime, il y avait un vrai besoin. Donc, nous sommes équipés d'un simulateur de manœuvre, qui est un outil très performant, qui est un gros investissement pour une société comme la nôtre, sur laquelle les pilotes s'exercent à tout type de manœuvre, bien sûr de manière numérique, avec un tutorat. On essaie toujours de mettre des pilotes anciens avec des pilotes plus jeunes. Ils ont plusieurs jours à passer en simulation dans leur temps, ce qu'on appelle les temps hors service, dits de repos, et où ils viennent acquérir pour les plus jeunes, bien sûr en numérique, des données qu'ils n'ont pas encore eues sur la réalité. On simule des pannes, bien sûr, des conditions extrêmes météo, et bien sûr pour les plus anciens, dont nous sommes partis avec Monsieur Côté, un perfectionnement et une amélioration continue. C'est-à-dire que pour nous, c'est un système d'amélioration. Nous avons un système qualité. Nous avons été les premiers pilotes européens à être certifiés dans les années, à la fin des années 90-2000, ISO 9001. Et cela contribue au maintien de ce système qualité qui est essentiel pour nous, puisque par exemple, un armateur qui vient de Hong Kong ou de l'autre bout du monde, à partir du moment où il sait qu'il a une norme à l'arrivée sur le port de Marseille-Fos, c'est un élément concurrentiel majeur par rapport à d'autres ports où il ne sait pas quel sera le service qui lui sera conféré à son arrivée. Voilà l'essentiel. Alors ça, c'est une première trajectoire. La deuxième, très importante à nos yeux aussi, ce sont des systèmes embarqués qu'on développe actuellement sur des grands bateaux type méthanier, grands porte-conteneurs, etc., où un deuxième pilote est équipé d'un ordinateur avec une cartographie, etc., particulière sur des besoins donc de gros navires particuliers dans le golfe de Fos ou sur les manœuvres des grands paquebots en rade nord de Marseille, qui nécessitent une précision et surtout un résultat sans faille. Donc pour nous, la mise en œuvre de tous les moyens existants, y compris avec un des ordinateurs embarqués sur lesquels nous avons une cartographie qui n'existe pas sur le navire, avec des éléments que nous avons, des éléments nautiques qui ne sont pas sur les cartes embarquées des navires. Voilà, on peut dire les deux axes. C'est à la fois la simulation et des objets numériques. Puis après, dans nos iPhones et autres, nous avons tous des applications que nous avons développées nous-mêmes, où on nous donne les vents en direct en collaboration avec la capitainerie du GPMM, où on a toutes sortes d'éléments qui nous sont donnés en temps réel sur directement des téléphones embarqués et des iPads et autres éléments nouveaux. Voilà les deux axes pour nous de développement numérique pour le futur.
Alors, Arnaud Maioli nous a rejoint. Avec lui, nous allons parler du lamanage. Le lamanage est un métier peu connu. En quoi consiste-t-il, monsieur Maioli ? Bonjour. Le lamanage, c'est effectivement un métier très peu connu. C'est le 3e service qui intervient à l'approche d'un navire dans le grand port maritime. Si on doit décrire de façon simple le métier, c'est stricto sensu la gestion de l'amarrage du navire. Quand le navire est à 50 mètres du quai, il s'agit de s'approcher du navire avec des embarcations. Il s'agit de prendre les amarres qui vont être pendantes le long de la coque, de les porter à terre. Et ensuite, au fur et à mesure de l'approche du navire, l'approche définitive, poussée par le remorqueur, guidée par les pilotes, il s'agit d'aller prendre les dernières amarres, les porter à terre, les tirer, les positionner au bollard, et ainsi de mettre en sécurité le navire dans une phase qui est toujours une phase un petit peu critique, parce que plus un navire s'approche d'un élément dur de la côte, plus il peut y avoir des risques. Alors les lamaneurs font un métier dangereux. Comment les mettre eux-mêmes à l'abri de ces dangers ? Alors c'est un métier dangereux parce qu'effectivement on est très souvent à des endroits où la prudence nous recommanderait de ne pas aller, notamment entre la coque du navire et le quai, quand on prend les premières amarres du navire. Alors comment apprendre ce métier ? Le seul point qui existe aujourd'hui, c'est l'expérience et la formation. La formation, quand un jeune lamaneur arrive chez nous, pendant 4 ans, il va tourner sur l'ensemble des sites, sur l'ensemble des bordées. Nous travaillons alternativement 7 jours sur 7. Il va apprendre ainsi l'ensemble des postes à quai. Il va être confronté à la plupart des situations dangereuses. Comme nous travaillons systématiquement à 2 à bord d'une embarcation, il est accompagné d'un lamaneur expérimenté. Donc ça, c'est le premier axe, c'est l'apprentissage de cette formation. Avant qu'un lamaneur devienne coopérateur chez nous, il aura passé 4 ans sur les quais à tourner sur tous les sites. Le deuxième point, et Jean-François Soas l'a évoqué tout à l'heure, c'est effectivement la partie procédure détaillée que nous avons mise en place. Nous sommes également agréés ISO 9001-2008 à peu près à la même époque que le pilotage, et nous avons détaillé l'ensemble des procédures, des contrôles qu'il peut y avoir autour d'une opération, de façon à éviter naturellement que les accidents puissent se produire. Pour autant, ils sont produits, et nous avons eu... ils sont produits, rarement quand même ils sont produits, et il est très important pour nous d'en retirer les éléments, d'en retirer les enseignements, de façon à éviter qu'un accident puisse se reproduire avec des conséquences plus graves. Alors au-delà de l'activité portuaire, le lamanage intervient-il dans d'autres domaines ? Alors oui, c'est toujours dans l'activité portuaire, de près ou de loin. Je vais vous le dire plutôt, nous sommes présents 7 jours sur 7, 365 jours sur 365, avec des embarcations puissantes, avec cette formation maritime à la base, et ça nous a conduit à notamment travailler dans 2 axes. Le premier axe, c'est disponibilité des équipes, c'est la possibilité d'aller compléter un équipage. Ça a pu être vu lors de l'échouement du Gunet à Planier il y a 2 ou 3 ans, où c'est nous qui sommes montés à bord une fois que l'équipage était parti pour gérer les prises de remorques et pour ramener le navire dans le port, toujours avec les remorqueurs, toujours avec les pilotes qui étaient à bord. Le deuxième axe, c'est notre disponibilité, la puissance des embarcations qu'on utilise, nous a conduit à être requis, voire même réquisitionnés, dans le cadre de la mise en place des barrages anti-pollution. Donc là, c'est quand il y a une pollution. Donc c'est pour réparer les accidents ou en limiter les conséquences. Donc nous avons sur cet axe-là une formation spécifique que nous avons d'ailleurs nous-mêmes développée sur Marseille, qui nous a permis de former près d'une centaine d'acteurs du lamanage en France, voire même en Europe, dans la mise en place des barrages anti-pollution. Présentez-nous maintenant, Monsieur Maioli, votre structure, la Société de coopérative de lamanage des ports de Marseille et du golfe de Fos. Comment se compose-t-elle et quel est son but en réalité, son rôle ? Alors, son originalité, c'est effectivement d'être une SCOP, Société coopérative ouvrière de production. Dans le monde du lamanage, c'est pas forcément une originalité. La plupart, pas toutes, mais la plupart des stations de lamanage qui existent en France sont des SCOP. Alors, son originalité, c'est celle qui tient à toutes les SCOP, c'est que ce sont tous les lamaneurs coopérateurs sont propriétaires de leur entreprise. En ce sens, ils ont une implication très forte. Et une fois que les décisions sont prises, une fois que les orientations sont données, ce statut et l'implication de ces patrons lamaneurs est extrêmement forte et permet d'obtenir
de très bons résultats, y compris dans le domaine, comme je l'évoquais tout à l'heure, de la sécurité, de la formation, mais également dans l'implication qu'on peut avoir sur l'entretien du matériel, sur l'évolution même du métier. Très bien. Venons-en maintenant au remorquage, si vous le voulez bien. Jean-François Suaz, pourquoi fait-on appel aux remorqueurs ? Alors je vais répondre à l'absence de M. Maléco, qui aurait dû être là, qui malheureusement a été retenu. Qui a été retenu malheureusement, je vais essayer de faire de mon mieux à sa place, mais il est évident que tous ces grands bateaux qui se présentent, alors je vais pas vous dire qu'il y a des remorqueurs sur tous les bateaux, ce n'est pas vrai. Ce sont donc les pilotes qui décident avec les commandants de l'opportunité d'avoir sur certains navires des remorqueurs, et la majorité des navires, et plus leur taille est importante, et plus les conditions météo sont violentes, nécessitent la prise d'un, 2 ou 3 ou 4 remorqueurs. On se retrouve certains bateaux qui sont maintenant bien au-delà de 300 mètres et qui, lorsqu'ils accostent dans le golfe de Fos, on ne peut pas raisonnablement les manœuvrer sans remorqueur et sans l'assistance des remorqueurs. Donc le pilote agit à ce moment-là, comme l'a dit M. Maioli, un peu comme un chef d'orchestre, avec d'abord la prise des remorqueurs et ensuite donc les bateliers qui viennent mettre le navire à quai. Donc le remorquage est à ce titre, pour beaucoup de manœuvres, un des éléments essentiels de la sécurité portuaire, parce qu'il garantit dans des conditions, même par beau temps comme par mauvais temps, mais avec certains types de navires, il y a une nécessité, c'est des réglementations qui obligent à prendre un certain nombre de remorqueurs en fonction de la taille des bateaux et de leurs produits, bien sûr. Ça, c'est en particulier dans le golfe de Fos. Et quand bien même, quand il n'y a pas d'obligation, ces remorqueurs sont nécessaires dès qu'il y a un vent qui nécessite leur emploi. Voilà ce qu'on peut dire sur le remorquage, qu'il est, avec les deux autres services, un élément élément essentiel de la sécurité. Ils ont un deuxième rôle qui est donc celui-là de l'ordre du normal, on va dire, dans l'arrivée d'un navire, en cas d'incident, en cas d'échouement, en cas de problème de bateau qui tomberait en panne. Ils ont aussi une mission d'assistance qui relève de la préfecture maritime, du grand port maritime, etc., pour se porter au devant de navires, de pétroliers et autres qui demanderaient d'assistance. On a vu il y a quelques années le Gounetou, ils ont été capables donc très rapidement, après l'arrivée des pilotes et de la manœuvre, de déséchouer ce navire qui était surplané, et on a évité une pollution assez importante. De toute façon, quel que soit le litre de gasoil qui pourrait arriver dans la mer Méditerranée, c'est un litre de trop. Donc leur présence garantit une réactivité en cas de problème majeur, puisque nous avons une grande partie de la flotte pétrolière mondiale qui passe au large du golfe de Fos, et une petite partie s'y arrête aussi. Avec qui les sociétés de remorquage sont-elles en relation ? Alors les sociétés de remorquage dans le grand port maritime de Marseille, c'est un système d'agrément. Donc c'est le port qui décide du nombre de coques, ce qu'on appelle de coques, donc de remorqueurs nécessaires à l'exploitation dans les bassins est et dans les bassins ouest. Donc ils sont plus nombreux actuellement puisque le trafic s'est plutôt développé du côté de Fos dans les bassins ouest, et donc il y a 2 remorqueurs qui sont présents à Marseille, bassin est, et 5 qui sont présents dans les bassins ouest, plus 1 à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc voilà la flotte qui mais il y a une seule société actuellement. Voilà, c'est ça, c'est principalement la société Boluda. Voilà, c'est la société Boluda. Quelques mots, un petit mot sur cette société pour la présenter à nos auditeurs. Alors Boluda est une société, donc c'est des capitaux espagnols à l'origine qui sont présents dans tout le remorquage un peu européen et qui ont Elle est basée à Valence, je crois. Voilà, à Valence en Espagne, avec une filiale française qui s'appelle Boluda France, qui a repris en fait des actifs d'une ancienne société qui appartenait à la Bourbon, qui est un armateur très important, qui est basé à Marseille aussi, et qui a vendu une partie, le remorquage portuaire, donc il a cédé il y a quelques années à Boluda, mais il y a une véritable stabilité et un spécialiste du remorquage, puisqu'ils effectuaient du remorquage en Espagne bien sûr, mais dans d'autres ports européens aussi. Donc il y a une concentration en fait capitalistique à ce niveau-là, au niveau des moyens. Jean-François Suaz, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à choisir ce métier ? Le métier de marin d'abord, puisqu'en fait je vivais au Pays Basque et j'habitais près de la mer, donc je voulais à tout prix, j'adorais la mer et je voulais faire un métier, et j'avais lié à la mer, et j'avais la chance d'être près de la station de pilotage de Bayonne, donc j'ai connu les pilotes assez tôt dans ma carrière, enfin à 17-18 ans, au moment où j'intégrais l'école, et la chance entre autres après d'avoir connu Monsieur Côté qui est ici, et d'autres pour intégrer le pilotage de Marseille, où vous a expliqué le concours long et difficile, mais j'ai été étudiant à Marseille. C'est comme ça que j'ai connu le pilotage de Marseille. Et vous, Monsieur Maioli, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à choisir ce métier ? Alors, je ne vais pas parler en mon nom propre, mais je vais parler au nom des lamaneurs. La plupart du temps, il y a une forme de tradition familiale. C'est une coopérative. Oui. Et il y a une forme de tradition familiale dans la transmission des parts de la coopérative. Le deuxième point, c'est que c'est un métier maritime. Vous êtes au cœur d'un outil extraordinaire qui est le grand port de Marseille.
vous êtes au contact de navires splendides. Oui. Et c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire à vivre. Alors, une dernière question, je l'adresse à vous deux. Est-ce qu'aujourd'hui, la plus grande mission des affaires maritimes, au-delà de la sécurité, de la sûreté, au-delà du contrôle de la sécurité des navires, n'est-ce pas surtout la lutte contre la pollution par les navires ? Monsieur Maioli ? Alors oui, c'est un élément extrêmement important parce que toute pollution, notamment en Méditerranée, aurait des conséquences très très graves. Il y a une caractéristique particulière en Méditerranée, c'est qu'on a très peu de marées et que les marées sont un élément qui nettoie considérablement les côtes. Donc nous ne les avons pas. Donc toute pollution serait quelque chose de tout à fait préjudiciable et dangereux. Donc c'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Et je pense que nous sommes acteurs de la lutte anti-pollution, malheureusement, entre guillemets, seulement une fois que le dégât commence à être causé. Mais nous avons parfaitement conscience dans notre travail quotidien qu'il est nécessaire d'aller le plus loin possible dans cette compétence-là. Monsieur Suaz ? Oui, même question. L'existence même du pilotage depuis des siècles est motivée par cet élément au moins depuis plus d'une centaine d'années, puisque nos différents gouvernements ont toujours voulu un pilotage fort, indépendant, pour se prévenir, entre autres, bien sûr, des accidents corporels liés aux équipages, liés aux installations portuaires, les gens qui s'y trouveraient, mais surtout maintenant depuis une trentaine d'années, c'est une préoccupation après toutes les catastrophes qu'on a connues, type Prestige, Erika et autres. C'est vraiment une politique générale qui est menée par l'Europe entière, et la France a été un des fers de lance pour éliminer les navires poubelles et avoir dans les ports une garantie absolue d'une prévention qui est la présence d'un pilote auprès du capitaine pour guider les navires et les conduire à ces manœuvres d'accostage et d'appareillage en toute sécurité. C'est un élément majeur de la sécurité. Jean-François Suaz, Christian Cotet, Arnaud Maioli, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Pour retrouver les informations concernant cette émission, rendez-vous sur le site www.pilotage-mrs.fr. Pour revoir cette émission en podcast, vous pouvez vous rendre sur le site ipgr.fr. Et vous pourrez également retrouver cette émission sur les chaînes de nos partenaires Risque TV et Aléa TV. Et pour ce qui nous concerne, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de IPGR Chronique Info. En attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue.